Chers amis internautes de Léon Joléo, merci une fois de plus de prêter votre attention. Merci de nous faire confiance pour les programmes, les différents programmes que vous suivez sur notre chaîne depuis un certain temps. Et merci infiniment à vous tous qui vous êtes abonnés déjà à notre chaîne. Et nous vous sommes en tout cas reconnaissants. Nous sommes en train de parler comme d'habitude de l'actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Pour aujourd'hui, nous sommes en train de parler des marches qui se sont déroulées en République démocratique du Congo le jeudi dernier et pourquoi pas le lundi. Le jeudi, c'était pour le compte de l'UDPS et le jeudi plutôt, c'était pour le compte de l'UDPS et le lundi, c'était pour le compte de Lamuka. Tous, ils sont contre la candidature de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Les mouvements citoyens ont également marché. Pourquoi tous ces gens-là ne veulent pas de Ronsard Malonda? Nous allons en parler aujourd'hui avec un analyste politique, un politologue et analyste chercheur indépendant. Il s'agit bien de Jean-Claude Mpoutou, qui est depuis la France, à qui nous disons bonsoir. Monsieur Mpoutou, bonsoir. Bonsoir. Nous vous appelons depuis la France. Précisément, vous êtes dans quelle ville? Je ne suis pas en France, mais je suis à Liège, en Belgique. En Liège, plutôt, c'est un petit correctif, hein? Merci beaucoup. Vous êtes en Liège, en Belgique. Nous sommes en train de parler de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention les différentes marches qui se sont déroulées en début de cette semaine et à la fin de la semaine dernière. Tous, ils sont en train de réclamer non, ils sont en train de dire non à Ronsard Malonda. Ils ne veulent pas de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. D'entrée de jeu, vous en tant qu'analyste politique, dites-nous, quelle est la lecture que vous faites de ces deux marches organisées et par l'UDPS et par Lamuka? Merci. Je pense que ces démarches constituent l'expression d'un ras-le-bol. Un ras-le-bol général aussi bien au niveau de la population, au niveau des partis politiques, de constater que finalement, la gestion de l'État, la conduite des affaires s'est faite dans les plus grands désordres. On ne peut pas comprendre que sur les processus de désignation du président de la CENI, il y a toutes les histoires dont nous sommes témoins, les déchirements entre les églises, les soupçons de corruption, des propositions contradictoires. Et aujourd'hui, on voit même des retraits de certaines églises qui avaient déjà voté pour Malonda. Bref, tous ces éléments mis bout à bout et la procédure cavalière mise en place par la présidente de l'Assemblée pour faire avaliser une décision qui est contestée, tout ça a fait que finalement, au niveau des partis politiques, même de l'UDPS qui est pourtant censé être membre de la coalition gouvernementale, ils ont décidé de recourir à la rue, à la population, pour manifester leur désapprobation d'une politique qui est condamnable. Et l'UDPS l'a fait jeudi. Lundi, c'était au tour de la Mouka. Et comme vous le savez, dimanche, ça sera la société civile, les mouvements citoyens et les CLC qui seront en première ligne. Et aussi, là aussi, pour dire non à Malonda, mais surtout pour réclamer des vraies réformes sur le processus électoral. Voilà, tous, ils sont en train de dire non à Ronsard Malonda. Mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? En quoi est-ce que Ronsard Malonda est mauvais? Parce que on a suivi UDPS, Lamuka, même l'église kimbanguiste qui aurait envoyé le nom qui aurait choisi, disons, Ronsard Malonda se rétracter. En quoi est-ce que Ronsard Malonda gêne? Je pense que les problèmes, il faut pas limiter les problèmes à un individu, même si dans le cadre de Ronsard Malonda, les églises catholiques et protestantes expliquent clairement qu'ils ne veulent pas des membres de l'équipe de la CENI actuelle parce que les élections de 2018 n'ont pas été correctes,
elles ont été pleines de fraudes, de tricheries et le processus a été incohérent, ce qui fait qu'aucun membre de cette équipe ne doit de nouveau être chargé du processus électoral. Ça, c'est le point de vue des églises, partagé par une partie de l'opposition. Mais ici, ce qui est en jeu, au-delà de l'individu Malonda, c'est surtout le processus qui a mené à sa désignation. C'est tous ces processus avec des soupçons de corruption, avec des PV falsifiés selon les uns, PV votés selon d'autres, élection ou pas élection, et surtout, comme vous l'avez souligné, on voit par exemple que l'église Kimbangiste qui avait proposé le nom de Malonda, en tout cas les délégués de l'église Kimbangiste qui avaient soutenu la candidature de Malonda, a été renié par la représentation permanente à Kamba, qui l'a même remplacé au sein de la plateforme de confession religieuse. Donc, au-delà de Malonda, c'est surtout le processus ayant conduit à sa désignation et son rôle dans l'ancienne équipe de M. Nanga qui pose des problèmes et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les partis politiques, la population, les mouvements citoyens, tout le monde dit ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de réforme. Il faut réformer la loi sur la CENI. Il faut mettre en place de nouvelles structures où la société civile jouera un rôle important pour assurer, pour faire en sorte que les élections à venir ne puissent absolument pas ressembler aux élections de 2018. Donc, vous êtes de ceux-là qui partagent l'avis selon lequel on doit commencer par la réforme de l'institution CENI avant de passer par la désignation de ses animateurs. Pour moi, c'est une évidence. Pour moi, la question ne se pose même pas. Au-delà des individus, les animateurs changent. Ce sont les institutions qui doivent être fortes. Et en cela, il est certain, en ayant l'expérience des dernières élections, que la CENI, dans sa formule actuelle, ne marche pas, simplement parce que le fait de réserver le poste de décider à des délégués de partis politiques fait que finalement la CENI est une institution plus politique qu'apolitique à la CESAC ou au Comité national des droits de l'homme, où là on cherche des acteurs de la société civile et c'est eux qui dirigent les institutions. Donc la CENI, il est temps de dépolitiser la CENI, il est temps de faire une réforme profonde du processus électoral dans son entièreté pour éviter les crises qui naissent des élections comme le Congo en a connu depuis les processus démocratiques aujourd'hui. Par rapport à sa désignation, vous avez bien dit que les mouvements de société civile sont censés être fortement représentés, mais vous tous, vous faites partie, les confessions religieuses font partie en tout cas de tous ceux-là qui participent à la désignation du président de la CENI, mais entre les confessions religieuses, il n'y a pas entente, ils ne s'entendent pas. Ça veut dire que même si on laissait aux confessions religieuses la latitude de choisir la société civile dans son ensemble, de choisir le président de la CENI, on ne finira toujours pas par trouver une solution. C'est pourquoi on demande à changer la loi, puisque la loi telle qu'elle est rédigée aujourd'hui fait que la désignation des membres de la CENI, y compris des représentants de la société civile au sein de la CENI, c'est fait d'une manière qui est un peu chaotique. On ne peut pas comprendre que, par exemple, dans les cas des processus de désignation du président, que les candidats soient présentés par chaque confession religieuse qui choisit son candidat et que finalement on exige un consensus sur les candidats sans réellement tenir compte de plusieurs éléments. Mais il ne faut pas réduire la CENI à son président itinéraire. Parce que quand on regarde la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, le président fait partie d'un bureau qui lui-même fait partie d'une plénière. Et dans ces bureaux, comme dans la plénière, le président n'a qu'une seule voix. Les restes des délégués sont tous des délégués de partis politiques. Donc, il est essentiel de revoir tous ces mécanismes-là qui étaient nés de Sun City, qui étaient plus un mécanisme de partage du pouvoir qu'un mécanisme de mise en place des institutions tournées vers l'avenir. Donc là, il y a un problème réel de réformer ces lois, de mettre en place une vraie structure qui fera en sorte qu'en 2023, la société civile soit en mesure d'organiser des élections
où les partis politiques joueront des rôles d'observateurs et non des décideurs tels qu'on les voit aujourd'hui et tels qu'on l'a vu dans les dernières élections. Mais aujourd'hui, la candidature de Ronsard Malonda, en tout cas, a été entérinée par l'Assemblée nationale. Ça ne reste que l'ordonnance du chef de l'État pour le confirmer. Aujourd'hui, il y a un tollé qui est suscité au niveau tant national qu'international. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant la réforme de la CENI? Maintenant, il faut revenir à la case du départ, redonner la confiance aux confessions religieuses de chercher un autre candidat ou la stratégie, ça peut être comment? Mais je pense que les points de vue, en tout cas, des acteurs de la société civile, des mouvements citoyens, du CLC et même des églises, quand on voit leurs dernières déclarations, est clair. Plutôt que de mettre la charrie avant le bœuf, en désignant des animateurs, les étapes sont claires. On ne peut pas remplacer l'équipe précédente sans avoir écouté leurs rapports. Il y a quand même quelque chose d'inadmissible. Le mandat de Nanga est terminé depuis 1 an. Pourquoi depuis 1 an, l'Assemblée nationale n'a pas examiné les rapports de la CENI? Pourquoi depuis 1 an, on n'a pas audité la CENI pour faire le bilan de la gestion du processus électoral précédent? Donc, il y a toutes ces choses préalables qui auraient dû être faites avant d'arriver au remplacement des Nanga individus qui doivent être faits avant toute désignation d'un nouveau processus. Et donc, pour moi, ce qui est essentiel, fondamental aujourd'hui, c'est que les partis politiques, c'est que les gouvernements, les États, il y a d'ailleurs déjà un projet de loi qui a été déposé au Parlement pour revoir, pour modifier la loi sur l'organisation de la CENI. Donc, il faut commencer par l'essentiel, mettre en place une nouvelle loi, un nouveau cadre, et seulement sur base de cette nouvelle loi, de ces nouveaux cadres, désigner les animateurs qui vont diriger la CENI. À quoi ça sert aujourd'hui de désigner M. Malonda par les confessions religieuses si la loi, les réformes à venir décident que finalement, le choix du président de la CENI ne doit plus dépendre des confessions religieuses seules, mais de l'ensemble de la société civile. On n'a pas pour le moment des critères clairs de qui doit être président de la CENI. Donc, toutes ces choses mises ensemble, il est plus que nécessaire que quand on se trompe de chemin, ça ne sert à rien de chercher des chemins de traverse, disait un auteur. Le moment est venu, je pense, pour la classe politique congolaise, pour le Parlement, d'écouter la voix du peuple, de s'arrêter et de dire réformons la CENI et seulement après désignons les animateurs. Pour moi, c'est la seule condition, la seule exigence le seul chemin possible pour parvenir à trouver la meilleure formule pour l'organisation des élections. Parce que ne l'oublions pas, les élections sont à la base de la démocratie. Vous l'avez si bien dit, c'est depuis presque plus d'1 an plus tôt que le mandat de Corneille Nangaa et toute son équipe est arrivé à la fin, disons, mais ça fait maintenant presque plus d'1 année, bientôt 2 ans, ça sera toujours, nous sommes en train de chercher qui sera le président de la CENI, qui ne sera pas entre-temps. Nous sommes en train de passer tout notre temps, 2023 approche. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui, ça nous reste pratiquement 2-3 ans pour l'organisation des élections. On n'a pas encore un nouveau bureau de la CENI. Croyez-vous, en tant qu'analyste politique, avec la réalité actuelle, avec le coronavirus, le gouvernement n'a pas su mobiliser les moyens nécessaires pour peut-être arriver au budget de le budget de 2020. Mais est-ce que vous croyez que ça sera possible qu'en 2023, que les élections puissent s'organiser? Écoute, l'organisation des élections est avant tout un choix, un impératif et un devoir pour chaque responsable politique. Le gouvernement de la RDC a l'obligation constitutionnelle d'organiser des élections à la date prévue. Ne pas les faire, c'est prendre les risques de violer la Constitution. Et l'expérience de 2016, où les élections n'ont pas été organisées, a montré clairement que ce choix est un choix suicidaire qui conduit le pays vers le chaos. Donc, il est plus que nécessaire que, en termes d'argent, c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget de l'État
et le budget de l'État est voté chaque année. Donc à l'Assemblée nationale de prévoir dès maintenant les moyens qui seront mis à la disposition de la CENI pour organiser des élections. Et parmi ces moyens, la première des choses, les premiers devoirs tels que les exigent les mouvements citoyens, les CLC, les églises, bref, l'ensemble de la société civile aujourd'hui, c'est de réformer la CENI. Une nouvelle loi sur la composition, le fonctionnement de la CENI. Ça, c'est le préalable avant toute chose, et ça ne dépend pas de l'argent. Je vous ai dit qu'une proposition de loi existe maintenant au Parlement. Il suffit de le programmer. En septembre, on aura une nouvelle loi. Et sur base de cette nouvelle loi, on pourrait avoir de nouveaux animateurs qui se mettront immédiatement au travail. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant que le président de la République, que le Premier ministre et que l'Assemblée nationale doivent agir pour préparer les élections de 2023. S'ils ne le font pas, je ne pense pas que cette fois-ci, le peuple sera patient, sera tolérant, parce que le peuple a besoin de pouvoir choisir ses dirigeants. Voilà, le peuple ne sera pas patient cette fois-ci au cas où les élections ne seraient pas organisées au moment prévu. Monsieur Jean-Claude Poutou, je rappelle que vous êtes analyste indépendant, politologue et membre de la campagne Le Congo n'est pas à vendre. L'actualité politique de ces 2 dernières semaines, c'était également la problématique du vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tounda Kasende, qui a rendu le tablier le samedi dernier contre toute attente. En tout cas, cette fois-là, Yemei n'avait pas agi. Il a rendu le tablier, on peut dire que c'est... Quelle analyse faites-vous de toute la situation, tous les péripéties de cette situation de M. Célestin Tounda Kasende jusqu'à arriver à sa démission? Écoute, personnellement, je trouve triste et déplorable que petit à petit, depuis les élections de 2018, on est en train de vivre une situation surréaliste. On croirait rêver de voir comment, au sommet de l'État, les choses se passent comme si on était dans une cour de récréation. Je ne voudrais pas commenter cette histoire parce qu'il y a juste du surréalisme. J'ai du mal encore aujourd'hui à comprendre qu'il démissionne, d'accord, mais j'ai du mal à savoir les circonstances, les raisons légales, éthiques, morales, etc. Quand on a suivi cette affaire, dès son arrestation à son discours parlant de Yemei, comme vous dites, jusqu'à sa démission, pour moi, les choses montrent juste que le Congo doit se ressaisir, que notre classe politique doit se ressaisir pour changer de direction. S'ils ne le font pas maintenant, les risques, c'est de voir Larry pouvoir prendre en charge l'avenir du pays. Et dans ces cas, on risque de se diriger vers quelque chose d'imprévisible qui risque de causer du tort à l'ensemble de la nation. Il est vraiment temps que la démission de Tounda, son départ, puisse sonner comme une sonnette d'alarme pour tous nos politiciens, pour qu'ils puissent mettre en avant toute chose, l'intérêt supérieur de la nation. Et cela dans le respect de la loi et de la légalité de notre Constitution, qui est la principale raison pour laquelle ils sont là et peuvent parler au nom du Congo. Aujourd'hui, nous assistons à des escalades verbales entre les deux forces, la coalition au pouvoir, à savoir le FCC et le CACH d'une part, l'UDPS et de l'autre le PPRD. Tantôt le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur parle, et le gouverneur de la ville de Kinshasa qui est du PPRD Boud, tantôt c'est Jean-Marc Kabound, tantôt c'est Célestin Tounda Kasende. Ce sont en tout cas tous ces problèmes-là. Est-ce que ça ne peut pas conduire un jour à un autre dialogue, dire que voilà, tellement que les choses n'évoluent pas bien? D'ailleurs, ce sont des propositions de quelques forces politiques que le président de la République puisse convoquer un dialogue. Question d'aplanir toutes les divergences et d'organiser les élections anticipées, comme d'ailleurs les soutiens Martin Fayoum. Écoute, vous décrivez là un tableau qui est sombre, qui est malheureux, de voir effectivement qu'il y a une certaine incapacité pour la coalition actuelle à s'occuper des affaires de l'État, à se préoccuper des besoins des Congolais pour vivre
dans l'espèce des guerres, des crises conjugales ou conflits, des cours de récréation, alors qu'on est au sommet de l'État. Il est juste inimaginable que l'IDPS, les partis auxquels appartiennent les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, soient en conflit ouvert et demandent la démission de son propre ministre. Il est juste inexcusable de voir ces guerres de communiqués entre clochers, entre d'une part les ministres de l'Intérieur, les gouverneurs de la ville, ou encore comme on est en train de les vivre aujourd'hui, entre les gouverneurs du Congo central et la Cour constitutionnelle, l'histoire de la démission ou non démission du président de la Cour constitutionnelle, l'ANER qui viole l'immunité de la Cour constitutionnelle pour aller perquisitionner. Véritablement, il y a une crise au sommet de l'État. La question qui se pose, c'est quel est le moyen de les résoudre. Je suis d'accord de dire qu'il faut un dialogue. Le problème, c'est que le Congo en a connu des dialogues qui n'ont rien résolu parce que le dialogue est devenu un lieu de, comment dirais-je, un lieu où on oublie tout, où il n'y a pas de faute, où il n'y a pas de responsabilité. Le problème, c'est qu'il arrive un moment dans l'histoire de la nation où on doit établir des responsabilités, punir les coupables pour permettre au pays d'avancer sur une nouvelle direction. Le dialogue est une bonne chose, mais à condition que ses objectifs soient clarifiés. Si c'est un dialogue pour organiser des élections anticipées, alors ça nous ramène au début de cette émission, c'est-à-dire à la réforme de la CENI, pour que ces élections-là ne soient pas contestées et que les résultats reflètent le choix du peuple, afin que le nouveau pouvoir qui sera issu de ces élections puisse avoir toute la légitimité nécessaire pour diriger le Congo. Donc, il est là, et ces choix-là, cette responsabilité-là, la classe politique a du mal à les mettre en place, et c'est les risques qui risquent de pousser les Congolais dans la rue pour pouvoir changer les choses par eux-mêmes. Ce qui n'est pas souhaitable, mais on risque d'en arriver là si les politiques ne se ressaisissent pas et ne deviennent pas sérieux dans la gestion de la chose publique. Donc, en bref, vous êtes favorable pour un dialogue qui aura un objectif clair. Dire que je suis favorable à un dialogue, c'est difficile de refuser un dialogue. Le problème, c'est que si un dialogue doit être établi, il faut que les objectifs soient clarifiés, bien précis. Il ne s'agit pas d'un énième dialogue pour le partage du gâteau Congo, pour le pillage des biens, parce que vous l'aviez dit, je fais partie de la campagne Le Congo n'est pas à vendre. Et l'un des fléaux qui détruit ces pays, c'est la corruption des élites en particulier. Et là aussi, c'est un chantier qui a du mal à démarrer malgré le procès de 100 jours. Il est plus qu'important que la lutte contre la corruption puisse s'ajouter. Donc, s'il y a un dialogue, il faut que ce dialogue touche sur la question de la vie qui sont nombreuses et surtout de la responsabilité de nos dirigeants pour que chacun puisse d'une manière ou d'une autre rendre des comptes à la population congolaise. L'actualité, c'est aussi la Covid-19 ou le Covid-19, ça dépend des vocabulaires, des grammaires, disons, puisque les Français, l'Académie française nous a amené la Covid, mais nous sommes habitués avec le Covid. La problématique aujourd'hui de la Covid-19 en République démocratique du Congo, nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Monsieur le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, il a reçu une question écrite d'un député du FCC, François Nzekouye, qui accuse le docteur Eteni Longondo de l'enrichissement illicite avec les fonds alloués au coronavirus, à la lutte contre le coronavirus, disons. Le Premier ministre, disons, avait bien dit que le gouvernement a déboursé plus de 27 millions de dollars américains pour lutter contre le coronavirus. Le ministre de la Santé nous dira qu'il n'a reçu que 3 millions ou 4 millions, quelque chose comme ça. Et le docteur Mouyembe, qui est secrétaire technique de la cellule de riposte, nous dira qu'il n'aurait reçu que 1 400 000. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le coronavirus est devenu
un fonds, un moyen d'enrichissement pour certaines personnes en République démocratique du Congo? Écoute, on a l'illustration parfaite du désordre au sommet de l'État. On a là l'illustration parfaite de la corruption au sommet de l'État. On a là l'illustration parfaite de la désorganisation au sommet de l'État. Et vous parlez des docteurs, mais moi je voudrais juste vous rappeler que les membres de la cellule de riposte ont déposé un préavis, des grèves parce qu'ils ne sont pas payés depuis 3 mois. Entre-temps, on nous brandit des chiffres des millions qui ont été donnés, mais sur le terrain, ceux qui luttent au risque, au péril de leur vie pour sauver des vies, ne sont pas payés, ne sont pas pris en charge. C'est juste honteux et malheureux à dire. Maintenant, le corona est réalité, et si le gouvernement ne se ressaisit pas, si les moyens ne sont pas mis en œuvre, on risque de payer une tribu qui sera plus lourde que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc là, il est véritablement question, encore une fois ici, de se dire que chaque institution doit faire son travail. Si le ministre est coupable, que le Parlement mette en place une commission d'enquête. D'ailleurs, je pense que ça a été mis dans certains cas pour examiner le fonctionnement, la riposte du gouvernement autour du Covid, surtout que cette commission puisse publier, rendre ses conclusions publiques et qu'ensemble, s'il y a des choses qui intéressent la justice, que la justice puisse s'en saisir pour établir les responsabilités pénales. Mais entre-temps, il y a une responsabilité politique qui est réelle, qui est clair que les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte sont insuffisantes et génèrent beaucoup de manquements. Donc il appartient au Premier ministre, dans un premier temps, ou au Président de la République, de prendre des mesures nécessaires pour corriger tout cela et pour sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés. Parce qu'au-delà de la lettre, de la demande écrite du député François Nzekouye, il y a quand même ce qui est un fait excessivement grave, la lettre du vice-ministre qui accuse son ministre de détournement d'argent. Ça, c'est quelque chose de jamais vu dans l'histoire. Donc, on est là encore à travers le Covid, une fois de plus, malheureusement, l'illustration d'un désordre organisé ou non au sommet de l'État qui finalement entraîne toutes les forces à autre chose qu'à s'occuper des biens et de l'avenir du Congolais. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez dit que le gouvernement doit multiplier ou doit changer les stratégies pour lutter contre cette pandémie. Et vous, quelles sont les stratégies selon vous? Quelles sont les stratégies que le gouvernement peut mettre, des nouvelles stratégies bien évidemment, que le gouvernement peut mettre en place pour pouvoir lutter contre cette pandémie qui est en train de prendre de l'ascendance en République démocratique du Congo? Écoute, je pense qu'il ne m'appartient pas de proposer des stratégies. Je n'ai pas la prétention de savoir les stratégies. Je ne suis ni médecin, je ne suis ni épidémiologiste. Non, il n'est pas. Moi, je constate juste qu'au niveau de la gestion politique du Covid, le gouvernement n'est pas à la hauteur parce que les guerres entre des personnes impliquées dans cette gestion est juste inacceptable. On remarque d'une part aussi la multiplication des centres de décision, d'une part, entre l'équipe de la coordination gérée à partir de la présidence, l'équipe mise en place par le ministère de la Santé, entre la cellule de riposte elle-même, dirigé par le coordonnateur Mukwege, entre le Fonds national de solidarité qui a été constitué, il y a une multiplicité de centres de décision, des pools de décision qui rend finalement l'action inintelligible et incompréhensible pour les Congolais moyens. D'autre part, les centres de santé, les médecins et même se plaignent au quotidien par manque de moyens. On a l'illustration, la manifestation de l'équipe de riposte qui acquiserait 3 mois d'arriérés de salaire. Donc véritablement à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que les professionnels de la santé, les épidémiologistes, ces gens-là doivent être réunis ensemble. Je pense qu'il est nécessaire de mettre en place une véritable assemblée, je dirais une véritable commission nationale, incluant l'ensemble des compétences et des institutions concernées par la lutte contre le Covid. Ils doivent tous se mettre ensemble, définir
et élaborer une politique nationale des ripostes contre les Covid, bien sûr, mais pas uniquement contre toutes les pandémies qui traversent les pays. Comme vous le savez, Ebola est revenu. Il faut mettre en place un vrai cadre des dialogues, des prises de décisions avec des spécialistes. On a l'impression aujourd'hui que la gestion du Covid est uniquement une affaire politique. Non, il faut mettre en place un vrai comité d'experts scientifiques, des renom, qui touchent les différents aspects du Covid, que ce soit non seulement les aspects médicaux, mais aussi les aspects sociaux, les aspects économiques. Il faut que ces gens-là travaillent tous ensemble en synergie pour proposer une vraie politique nationale qui prendra en compte les différentes spécificités de notre pays, de nos couches sociales, de notre système de santé, pour pouvoir mettre en place une vraie riposte qui soit à la hauteur du défi qui nous est lancé et pour sauver des vies congolaises. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette émission. Monsieur Jean-Claude Poutou, vous êtes, je rappelle, membre de la campagne « Le Congo n'est pas à vendre ». Votre campagne a mené une forte sensibilisation en ce qui concerne la problématique des passeports en République démocratique du Congo. Vous avez mené une forte sensibilisation pour que le gouvernement congolais ne puisse pas reconduire le contrat avec Semlex dans la production des passeports. Ça sera d'ailleurs notre dernier sujet. Aujourd'hui, le gouvernement, enfin, après l'expiration du contrat, n'a pas renouvelé avec Semlex. Vous, en tant que le Congo n'est pas à vendre, êtes-vous satisfait de cette décision? Écoute, pour le moment, c'est une satisfaction à moitié. Le contrat n'a pas été renouvelé avec Semlex, mais on n'a aucune lecture sur l'avenir. Et c'est cette absence de transparence qui, en fait, est un véritable problème dans la gestion de la lutte contre la corruption. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas communiqué clairement sur les conditions, la gestion de la transition sur ces dossiers-là. Quel est l'avenir de ces dossiers? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y aura un appel d'offres pour de nouveaux passeports? À quelles conditions? À quel prix? Ils ont opté pour un appel d'offres fermé. Mais cette méthode-là n'est pas transparente pour un marché aussi lourd. Donc il est essentiel, non seulement sur les dossiers Semlex, que le Congo n'a pas à vendre, s'est engagé, mais aussi aujourd'hui, le Congo n'est pas à vendre, est pleinement engagé sur les dossiers du blanchiment d'argent opéré par Dan Gettler. Donc sur ces questions-là, que ce soit les questions de Dan Gettler, de la GECAMINE, du passeport ou de la Sokimo, il est essentiel que nos autorités puissent faire trois choses. La première des choses, dans ce genre de choses, c'est le respect de la légalité. Des lois existent. La manière d'attribution des marchés publics existe. La manière de vendre des actifs de l'État existe. Les lois sur les systèmes bancaires existent. Il est essentiel que nos autorités respectent ces lois, respectent ces règles, respectent ces modalités dans la gestion des fonds publics, des marchés publics et des affaires de l'État. La deuxième chose qui pour moi est fondamentale, il est absolument nécessaire, utile, que les moyens de contrôle et des sanctions soient mises en œuvre. Les sanctions administratives en cas de faute administrative, les sanctions pénales en cas de faute pénale quand il y a violation ou il y a soupçon de corruption. Troisième chose, il est temps de mettre fin à l'impunité, que des gens qui sont poursuivis, des dossiers existent, les preuves existent. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que ces dossiers soient confiés à la justice. Le chef de l'État ne peut pas se réfugier derrière la phrase « Je ne suis pas là pour le passé, je suis là pour l'avenir ». Ceux qui oublient le passé sont condamnés à les revivre. On est obligé de regarder les dossiers de corruption passés, on est obligé de regarder les dossiers de corruption actuels pour prévenir de la corruption de demain. Si on ne le fait pas, le Congo va vers le chaos et la corruption et l'impunité vont détruire ces pays, car la corruption tue et elle est en train de tuer le Congo. Monsieur Jean-Claude Poutou, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'aimerais quand même votre dernier mot, que ce soit en lingala. Je crois que vous vous sentez très à l'aise en lingala, peut-être. Votre dernier mot en lingala pour permettre à toute la population, à tous nos internautes. Alors, napesi ba auditeur nabino merci. Et surtout nazo senga ba congolais nyonso internaute tango ekoki pona biso
po totala makambo ya mboka na biso. Mboka wana ezali mabele ya bakoko na biso, ezali ya mutu moko te. Il ne faut pas que mutu abangisa biso, soko sali po bakokanga yo, soko lobi bo eza malamu te. Congo ezali ya biso nyonso, Congo ezali mboka ya bakoko na biso, soki biso totelemi te, mutu mususu akobongisa Congo te. Je pense que tango ekoki sikoyo po ke Congolais nyonso à se prendre en charge et à s'engager pour que mboka na biso ebonga. Pour Congo et comme Congo oyo ezali mabele ya kitoko ya kovanda. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Mpoutou. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant, politologue, chercheur indépendant, disons, et puis analyste politique, politologue. Vous êtes membre de la campagne Le Congo n'est pas à vendre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. C'est en tout cas une première avec Léo Ndjoléo. Ça ne sera pratiquement pas la dernière fois. À chaque fois que nous aurons besoin de vous contacter, ça sera, vous serez en tout cas le bienvenu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez tous suivi avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Vous avez tous suivi avec beaucoup d'attention l'analyse de M. Jean-Claude Mpoutou sur la situation politique en République démocratique du Congo. À chaque fois que Mboka o eza ya biso nyonso, Kolomboka o yazate, biso nyonso to mipesa la main dans la main pour que tomeka kosala ya motuya po nekolo na biso. Mutako bongisa biso mboko yazate. Ngai na yo na ye biso nyonso so tosangani ensemble. Ndeko torotombola mboka na biso ke liboso. Grand merci à Russell Yenga. Grand merci à Thierry Batondoko, grand merci à Exaucé Odinga plutôt, qui s'occupe de la partie technique de Léo Ndjoléo depuis Kinshasa. Grand merci à Bijou Maïkani pour la coordination et la réalisation de cette émission. Un grand merci également à Odon Boulamba depuis la Nouvelle-Zélande, Odon Boulamba, le patron de Léo Ndjoléo. Mesdames et messieurs, je vous dis merci et on se retrouve à très bientôt.